C'est parti. Erev Tov. Alors nous démarrons aujourd'hui une nouvelle Mishnah. On n'a pas besoin de faire le lien avec ce qui précède. Nous sommes Daf Lametet Amud Aleph. Donc la Mishnah enseigne Ve'ilu yirakot she'adam yotze ba'en yedei chovato bepesach. Voici la liste des légumes avec lesquels un homme peut s'acquitter de son obligation à Pessah. Alors pourquoi il y a écrit Ve'elu et voici? Alors c'est parce que la Mishnah précédente, qui se trouvait Daf Lamed He Amud Aleph, disait Eilu dvarim she'adam yotze ba'en yedei chovato bepesach. Sous-entendu Mishum Chovat Matzah. Donc on avait donné la liste dans la Mishnah précédente des ingrédients, des céréales avec lesquels on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah. Alors maintenant, ve'elu. Et maintenant, voici la liste des légumes avec lesquels on peut s'acquitter de la mitzvah de maror. Alors je rappelle que à l'époque où le Beth Amikdash existait, on offrait le Korban Pessah, et la Torah dit al matzot umrorim yochlu'u, que le Korban Pessah, il fallait le manger avec des matzot et avec du maror. Aujourd'hui, il n'y a plus de Korban Pessah, donc la Torah ne demande pas de manger du maror. Par contre, elle demande quand même de manger des matzot, parce qu'il y a un autre verset qui dit Erev tochlu matzot, indépendamment du Korban Pessah. Mais les Chachamim ont demandé quand même que Midrabanan, on continue à manger du maror en souvenir de l'époque où il y avait une mitzvah de maror. Donc on reverra ça ultérieurement, mais ça veut dire que la mitzvah de matzah, aujourd'hui, elle est d'oraïta, la mitzvah de maror, elle est que de rabbanan. Pour autant, il faut quand même l'accomplir. D'ailleurs, on fait une bracha dessus, à Shapitchanu et Savasivanu, l'achilat maror. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on prend comme maror? C'est quoi la catégorie, l'espèce de légumes qu'il faut prendre pour s'acquitter de la mitzvah de maror? Alors, vous avez la liste, je reprends la Mishnah. Bechazeret, betamcha, bechachavina, ou beulshin, ou bemaror. Alors, il y a une petite remarque que je vous cite dans Me'agod ve'tziyunim, dans l'édition Oz ve'adar. Bechol harishonim, dans tous les rishonim, on verra tout à l'heure le rif, ou bektav yad, et dans tous les manuscrits, ulshin nishne lifne tamcha v'chachavina. Donc il faut déplacer en vérité la girsa que nous avons nous, elle n'est pas exacte, parce que nous, ulshin arrive en 1, 2, 3, 4e position, en avant-dernière position, alors qu'en vérité, elle doit venir avant tamcha. Et dans les éditions des Mishnayot, c'est comme ça aussi. Et dans le Yerushalmi également. Et dans la Gemara, on verra aussi que quand la Gemara va les expliquer, elle va expliquer Ulshin avant Tamcha. C'est aussi l'ordre qui va être adopté dans le Beth Yosef et dans le Shulchan Aruch, au Siman Tav Ayin Gimel. Et le Darkei Moshe va dire en toutes lettres que Ulshin est enseigné dans la Mishnah Lifne Tamcha. Il peut y avoir une nafkamina la halacha, parce qu'on verra que l'ordre est aussi un ordre de priorité. Donc c'est pas indifférent. Donc, je n'ai pas traduit ces mots-là, on va regarder Rashi. Dans Rashi, Eilu Yorakot. Tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi il écrit un vav, j'ai expliqué pourquoi il y a un vav, mais Rashi n'a pas la girsa du vav. Donc il y a deux girsaot. Donc Rashi dit Eilu Yorakot Shadam Yotze Ba'en Yedei Chovato. Il n'a pas Bapessah non plus, alors que nous on a Bapessah. Bon, c'est des petits détails, mais ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien au fond. Alors, Bechazeret, ou Betamcha, ou Beulshin. Donc là, il a mis les Ulshin en 3e position. Il faut donc là aussi corriger et le mettre en 2e position. Chazeret, Ulshin, Betamcha, ou Bechachavina, ou Bemaror. Rachid dit, Kulhu mefaresh bigmara. Tous, on va les expliquer dans la Gemara. Donc, à ce stade-là, théoriquement, je ne devrais même pas les traduire ni les expliquer. Mais je vais quand même vous traduire certains d'entre eux qui sont importants
et qui sont faciles à connaître. Les autres, on verra que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, Chazeret, tout le monde sait que c'est la laitue. Tamcha, alors Ulshin plutôt, puisqu'on a dit qu'il faut mettre Ulshin en seconde position. Ulshin, ce sont les endives. En hébreu moderne, Ulshin, c'est les endives. Et Tamcha, on verra que c'est le Chein. Le Chein en yiddish, c'est-à-dire le réfort. On verra dans... je vous citerai le Mishnah un peu plus tard. Et donc, voilà. Mais comme ça, vous avez une petite idée pour certains. Je ne traduis pas, par contre, ni Chachavina, ni Maror. Maror, c'est bizarre. C'est quoi Maror? Bon, on verra dans la Kulu Mefaresh Bigmara. Tout va être expliqué dans la Gemara. Donc, il y a 5 exemples qui ont été donnés dans la Mishnah. Ensuite, la Mishnah poursuit et dit, une fois qu'on a dit les espèces, il faut savoir comment ces espèces doivent être présentées, comment elles sont traitées avant la consommation. Réponse, Yotzin Ba'en, Ben Lachin, Ben Yeveshin. On peut s'acquitter avec soit qu'elles soient fraîches, soit qu'elles soient sèches. Même si elles ont séché, c'est bon. Aval, l'eau, mais on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah s'ils sont kevushin, velo shelukin, velo mevushalim. Donc il y a 3 traitements qui les rendent inaptes à la mitzvah. Kevushin, ça veut dire macéré. Il ne faut pas qu'ils soient macérés. Mais macérés dans quoi? Pour nous, même macérés dans n'importe quel liquide, même de l'eau, au bout de 24 heures, ça s'appelle macéré. Alors on va regarder dans Rashi ici de quelle macération il s'agit. Rashi dit Kevushin bechometz. C'est sous-entendu, si c'était de l'eau, ça ne poserait pas problème, mais pas avec du vinaigre. Shlukin, qu'est-ce que ça veut dire shlukin? Mevushalin arbe meod ad shenimochin. Ils sont, je traduirais, ultra cuits dans le langage moderne. C'est plus que cuit, c'est ultra cuit. Ad shenimochin, au point que ça se dissout, il ne reste plus en morceaux. Et même mevushalim non plus. Mevushalim, ça veut dire kederer bishul, c'est-à-dire cuit à la manière du normal d'une cuisson. Donc non seulement s'ils sont extra cuits, ultra cuits, mais même s'ils sont cuits normalement, à partir du moment où ils sont cuits, c'est cuit. On peut pas les utiliser pour la mitzvah. Il suffisait de dire qu'ils sont cuits, pas de dire qu'ils sont cuits. Pourquoi ici? Alors si on avait dit cuire, oui. Alors c'est l'habitude de la Mishnah pour mettre en valeur les chidushim, ça s'appelle lozu avzu. Et non seulement cela, mais même cela. Comme ça, c'est très courant dans la Mishnah. Et parce que chaque fois qu'il y a un chidush, on veut le mettre en valeur. Donc déjà dire que ultra cuit, on ne peut pas, c'est déjà une nouveauté qu'on n'aurait pas su. Donc il fallait déjà le dire. Et ensuite on dit, non seulement ça, et même si c'est cuit normalement, c'est quand même pas bon. Donc si on avait dit juste cuit, on n'aurait pas pensé que ultra cuit, c'est encore plus grave. Donc là, comme ça, on met en valeur les différences, les nuances. Donc Rashi a expliqué que shlukin, ça veut dire très très cuit. Alors, on va marquer la pause tout de suite et on va regarder un commentaire de Tosfot là-dessus. Alors le Tosfot n'est pas à sa place, il est au verso. Donc il faut tourner la page. Vous avez le deuxième Tosfot de la page, c'est Lo shlukin velo mevushalim. Donc vous voyez qu'il n'est pas à sa place. D'ailleurs, c'est signalé. Est-ce que le Yavetz, c'est le Yavetz qui signale, ou c'est rapporté dans mon édition, Shayach le'el amud aleph à la Mishnah. Donc le Yavetz fait remarquer que ce Tosfot n'est pas, l'éditeur ne l'a pas mis à sa place. Donc, mais nous, on l'étudie à sa place. Donc Tosfot, lo shlukin velo mevushalim, mashma de shlika avec femi bishul. Il ressort de cette Mishnah que shlika, c'est plus cuit que ce qu'on appelle bishul. Donc on voit que Tosfot a un doute sur le sens du mot chalouk. Et il déduit de notre Mishnah que ça, comme Rashi, il va être d'accord avec Rashi. Alors pourquoi Tosfot a un doute sur le sens du mot chalouk? Dans le Ran, sur la Masechet Nedarim, au début du 6e Pérek, le Ran rapporte que Belashon Bnei Adam,
Chalouk ou Bachil velo Bachil. Donc il ressort là-bas dans la Gemara que dans le langage parlé, quand on dit le terme chalouk, ça veut dire pas très cuit. Cuit et pas cuit. À mi-cuit. Donc exactement le contraire. Donc Tosfot avait été tenté de dire que c'était le sens ici aussi. Et pour ça que Tosfot est obligé d'intervenir et de dire ah non, ici on ne peut pas dire ça. On a une preuve de la Mishnah que Shlika c'est pas à moitié cuit, c'est super cuit. Quelle est la preuve? De Ilavachi, parce que si on disait pas comme ça, si on disait que Shlukin c'est à moitié cuit, Avezu ve'en tzarich lomar zu. Dans ce cas-là, l'ordre des, puisqu'on a mis Shlukin d'abord et Bichoul après, ça veut dire on donne le plus grand chidouche d'abord et le petit chidouche après. On dit non, on dit même shlukin, c'est-à-dire même à moitié cuit, c'est interdit. Inutile de dire que si c'est cuit, c'est encore plus interdit. Mais si c'est inutile de le dire, ne le dis pas. Donc dans la Mishnah, on ne met jamais de zou ven tsarich lomar zu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ordre c'est toujours lozu avzu. Lozu avzu, c'est correct. Non seulement cela, de plus en plus fort, messieurs, dames. Non seulement cela, mais même ça. Donc ça c'est normal. Mais à partir du moment où tu me dis le grand chidouche, alors c'est fini. Après, tu ne vas pas me dire un petit chidouche. Donc puisqu'on a mis ici chalouk et ensuite mevouchal, ça veut dire que mevouchal est un plus grand chidouche que chalouk. Pour que mevouchal soit un plus grand chidouche que chalouk, il faut que chalouk, ça soit super cuit. Donc plus c'est cuit, plus c'est évident que c'est disqualifié pour la mitzvah. Et moins c'est cuit, moins c'est évident. Donc on voit ici que chalouk, c'est plus que bichoul, sinon on aurait un problème de zouv et de tzarich lomar zu. V'chein mashma bekava d'urtil. Et d'ailleurs Tosfot nous dit, on ne va pas s'étendre, mais il y a d'autres références, d'autres occurrences où on pourrait déduire la même chose. Donc Tosfot est d'accord avec Rashi. Juste un problème. Ah, mais pourtant, il y a une Mishnah dans Nazir, dans le chapitre intitulé Shlosha Minim, qui dit Ayam Vachel Hashelamim Osholkan. Donc il parle de quelqu'un qui cuisine le korban shlamim, il le cuit ou il est sholek. Et donc là on met sholek en seconde position. Afalgav de shlika avec femi bichoul. Alors comment ça se fait, puisque on vient de dire que shlika c'est plus que bichoul, comment ça se fait qu'on le met en deuxième position? Réponse, loave atamzu ven tsarich lomar zu. Mais là-bas c'est pas un problème, parce que le mettre en deuxième position, ce n'est pas dire le plus grand chidouche en premier et le plus petit chidouche après. Pourquoi? Parce que donc quel est le chidouche là-bas? De kamash malan de bishlika et no yotse mitorat bishul. Parce que là le cas normal, c'est que le shlamim devait être cuit. Donc on parle d'abord d'une cuisson normale, et ensuite on dit, ou alors même une cuisson ultra cuite. Et donc dans ce cas-là, c'est un chidouche plus grand. Dans le contexte de là-bas, le fait de dire que chalouk c'est plus cuit, ça devient un chidouche plus grand que le cas de la cuisson normale. Donc ça pose pas de problème. Voilà, c'est juste il n'y a pas de grands commentaires à faire là-dessus. C'était donc simplement qu'on a travaillé sur le mot chalouk et vous retiendrez que shlika c'est un bichoul arbé, un bichoul ultra, comme j'ai dit, une cuisson ultra forte. On revient à notre Mishnah. Ou mitzarfin le kezaït. Donc la Mishnah nous donne un certain nombre de règles, c'est pour ça que je préfère l'étudier morceau par morceau. Donc on a vu les espèces, qu'on n'a pas encore vraiment expliqué. On a vu quel doit être leur état pour qu'on puisse s'acquitter avec. Et maintenant, la Mishnah nous rajoute encore un din, ou mitzarfin le kezaït. Il s'associe pour constituer le volume d'une olive. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde dans Rashi à nouveau. Imaginons qu'il ne dispose pas d'aucun de ces espèces. Il a plusieurs espèces de maror, mais il n'en a aucune en quantité correspondant au volume d'une olive. Sous-entendu, pour s'acquitter de la mitzvah, il faut manger à minima un kazaït.
D'ailleurs, la bracha le prouve, puisqu'on dit Shakichanu Betzivanu al Achilat Maror, et En Achila Pachot Mikazaït. C'est une règle chez nous. Chaque fois qu'on emploie le terme de Achila, ça veut dire un kazaït. Donc, si quelqu'un il a un peu de laitue et il a un peu d'endive, mais il n'a pas un kazaït de laitue ni un kazaït d'endive, alors il ne peut pas s'acquitter. Alors c'est ce que dit Rashi. D'aucune espèce il ne possède le volume d'une olive. Aval yeshlo mize chatsi zaït ou mize chatsi zaït. Par contre, il a une demi-olive de l'un, une demi-olive de l'autre. Eh bien, mitztarfin zeimze, il s'associe l'un avec l'autre que de la tzet yedei chovato. Et il pourra s'acquitter de son obligation. Donc c'est ça, mitzarfin et kezaïd. Quand on n'a pas la quantité d'une espèce, on peut combiner deux espèces, et si ensemble on a un kazaïd, eh bien dans ce cas-là c'est bon. Je vous propose tout de suite de regarder le Ran. Donc, on va d'abord regarder le Rif, la Mishnah tel que le Rif la cite. Donc, le Rif dit Ve'elu Yerakot She'adam Yotze Ben Yudekhato Bepesach. Donc, ça, c'est notre Girsa. Bechazeret ou Be'ulshin ou Betamcha. Vous constatez que là, il a mis Ulshin en seconde position. Ou Bechachavina ou Bemaror. Yotzim Ben Yudekhato Bepesach, Ben Achim Ben Yeveshin, Aval lo Shlukin, Velo Kushin, Velo Mushalim, ou Mitztarfin et Kezaïd. Regardez juste le Ran sur. On peut regarder Shlukin, Mevushalim, Arbeat Shinemochu, il reprend Rashi, Mevushalim, Kederer Bishul, il reprend Rashi. Et maintenant, regardez là, il rajoute quelque chose. Ou mitztarfi le kezaït, la tzet yedei chovato, pour pouvoir s'acquitter de son obligation. Venir Eli, il me semble, de Huadin, d'Ave Matzi le mitne, l'Inyan Kazaït Matzah, de Mitztarfin. On aurait pu enseigner la même règle quand on a parlé dans la première Mishnah de la mitzvah de Matzah, où on a vu aussi qu'on pouvait s'acquitter de la mitzvah de Matzah avec plusieurs céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle. Donc, pourquoi, sous-entendu, ce chidouche qu'on peut prendre un chatzi, là-bas aussi, dans la matzah, il faut un kazaït, et à la chilat matzah. Et donc pourquoi on ne nous a pas dit qu'il faut, qu'on peut combiner un demi-zaït de blé avec un demi-zaït d'orge? Pourquoi cette chidouche-là, on le dit dans le maror, et on ne le dit pas dans la matzah? Voilà la question intéressante que soulève le Ran. Alors donc, Nireli, il me semble que Ouadin, le din est le même, et donc la Mishnah aurait pu enseigner au sujet du volume de l'olive de Matzah, la même halacha de Mitztarfin, que plusieurs espèces peuvent se combiner et s'associer. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? Et là, de Gabei Matzah Pshitale. Parce que le dire sur la Matzah, c'était évident. Donc la Mishnah ne donne pas des évidences. Alors que ici, sous-entendu, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Avalacha itzterir. Ici, il y a un chidouche. Ici, c'était nécessaire de nous le dire parce qu'on aurait pu avoir un argument pour dire que ça ne marche pas. Pourquoi? Salkada tachamina. Il aurait pu te venir à l'esprit de dire Kivan de Ameriruta kabdinan. On verra plus loin dans la Gemara, mais nous savons déjà que c'est important, le maror a été choisi, parce que c'est quoi maror? Parce que c'est une herbe amère. Ce qui compte dans ces légumes-là, dans tous les exemples qu'on nous a donnés, c'est qu'ils ont de l'amertume. Étant donné que le critère de la mitzvah, Amoriruta kabdinan, c'est l'amertume du légume à laquelle nous tenons. Ta'ama de chad, mevatel chavre, bechavmi ou mevatel bechavre. J'aurais pu croire que si j'en combine deux, le goût de l'un annule le goût de l'autre. Kamash malan, et c'est pourquoi la Mishnah avait besoin de m'enseigner. De Kivan de Yesh
les kulan ta'am merirut mitztarfim. Étant donné qu'au final, j'ai un goût amer, ça suffit pour s'associer. Mais qu'est-ce que j'aurais pu croire alors? Il faut un peu expliciter la pensée du Ran, puisque c'est amer de toute façon. Oui, mais le goût que je vais avoir, le goût d'amertume que je vais avoir, et qui va être une combinaison de ces deux légumes, ça va ni correspondre à l'amertume de l'un, ni à l'amertume de l'autre. Et donc, comme a priori, c'est cette espèce-là que la Torah m'a donnée, et c'est cette amertume-là que la Torah tenait, je ne vais pas avoir ni l'amertume de l'un, ni l'amertume de l'autre. Peut-être que la Torah tient à ce que ce soit l'amertume propre à un légume en particulier. Dans le cas de la matzah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question de goût, donc il n'y a pas de chidouche. Mais là où il y a un critère de goût, là on aurait pu dire il faut que ce soit le goût propre aux légumes considérés. Kamash Malan, la chidouche de la Mishnah, c'est du moment que c'est amer, ça suffit. Une matzah de seigle et une matzah de farine de blé n'a pas le même goût. Mais ça n'a aucune importance puisqu'il n'y a pas de notion de goût dans la mitzvah. C'est ça qu'on a dit. C'est là toute la différence. Voilà donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que le Ram s'est posé une question intéressante qui est pourquoi on a dit le din de mitztarfin ici et on n'a pas dit là-bas, et il a dit parce que là-bas il n'y a pas de chidouche et ici il y a un chidouche. Maintenant je voulais vous proposer de regarder le Rochash. Daf Lametet, Amoud Aleph, il a un commentaire sur cette mitztarfin de Kezaït. Bemishna, ou Mistarfin le Kezaït. Vekatav à Rav Ovadia. Vous savez qui c'est Rav Ovadia? C'est Barthénoura, le commentateur de la Mishnah. Donc dans son commentaire de la Mishnah, Rav Ovadia Barthénoura, Al-Aïnbet, Ovadia Barthénoura écrit Vehu Adin Pochamisha Mine Dagan. Donc quand il fait le commentaire sur les étimes, sur le maror, Barthénoura dit, et le din sera le même en ce qui concerne les miné dagan, les espèces de céréales par rapport à la matzah. Et alors, le Barthénoura rajoute, et donc en fait, quand la Mishnah me le dit, mitztarfin bekezaït, en fait, il ne faut pas comprendre que ça se rapporte que à maror, ça se rapporte aux deux. Donc c'est pas comme le Ran, il veut dire, la Mishnah dit les deux. Mitztarfin bekezaït, il n'y a pas écrit le sujet. Rashi a expliqué dans le cas de Maror. Mais le Barthénoura, il dit non. En fait, la Mishnah le dit sur les deux maintenant, sur les deux Mishnayot réunis. C'est un peu difficile quand même, parce que on avait coupé avec la Mishnah précédente. Mais c'est ça qu'il dit. Atarvayu kae. Velom mechouvar. Alors maintenant, c'est le Rochash qui intervient. Il dit, je trouve que cette explication n'est pas claire. Pourquoi? De Yoter avelé le mitne sham, si déjà on voulait dire que la Mishnah, vous l'enseignez une fois pour les deux, alors c'est pas au numéro 2 qu'il devait l'enseigner sur le 2 et le 1. Il aurait dû le dire sur le 1 et on aurait compris que ça se rapporte sur les deux. Comment je sais ça? Que Moshe Shana, comme par exemple, il y a un enseignement qui est donné dans le premier, qui n'est pas repris dans la deuxième Mishnah, et qui se rapporte quand même à la deuxième Mishnah. C'est quoi? Avalo betevel roulé. On verra d'ailleurs, Rachid nous le dira, donc on avait vu dans la matzah qu'on ne peut pas s'acquitter avec du tevel, c'est-à-dire avec une récolte qui n'a pas été dimée, c'est-à-dire dont les prélèvements n'ont pas été effectués, parce que c'est une avéra de manger du tevel, et du coup ça devient mitzvah ba'be avéra. Rachid va nous dire la même chose, ça sera le même din dans le cas du maror. Mais la Mishnah ne va pas le répéter dans le cas du maror. Elle l'a dit là, et on comprend que ça va pour les deux. Donc si on voit que la Mishnah, l'auteur de la Mishnah a pris comme démarche d'être complet, exhaustif dans la première, et il se base sur ce qu'il a dit à propos des matzot pour qu'on comprenne que ça sera la même chose dans le cas du maror, il aurait dû être systématique et dire faire ça partout. Donc le din de Mistarfin le Kezaït, il aurait dû aussi le dire là-bas et plus le dire maintenant, au lieu de faire l'inverse. C'est pour ça que ça ne lui plaît pas. Et donc par rapport au din de Tevel, ici il se base sur ce qu'il a dit là-bas. Et non pas là-bas sur ce qu'il a dit ici. Donc c'est pas logique de faire une fois comme ça, une fois comme ça.
Donc il trouve que c'est la réponse du Barthénora, elle est forcée. Ve'aran, natan tamacher beze, aïnchar. Alors le Ran, lui, il a donné une autre explication. Il a dit que c'était plus la Mishnah, elle avait tenu à le dire ici et pas là-bas, parce que là, il y a un plus grand chidouche. À la limite, on peut dire que Barthénora n'est pas opposé au Ran. Et que, en fait, peut-être ce que Barthénora veut dire, c'est ce qui a été dit là, vaut aussi pour la première Mishnah. Alors, si tu me demandes pourquoi ça a été dit là et pas là, parce que là, il y a un plus grand chidouche. Donc, on peut combiner Barthénora et le Ran. Mais le Rochash va proposer sa propre explication. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on revient à la question, pourquoi ça n'a pas été dit plus haut, et ça dans le Matzah, pourquoi le din de Mistarfi le Kazaït n'a pas été dit à propos de la Matzah, il a été dit à propos du Maror, alors qu'il est appliqué aux deux. Velinire, moi il me semble que l'explication elle est Mishum de Tnan, Beperek Gimel de Chala Mishnah Zayin. On a enseigné une Mishnah au 3e chapitre du traité Chala, à la Mishnah numéro 7. Haose Issa Mina Chitin ou Mina Orez. Si quelqu'un fabrique une pâte qui est constituée en partie de blé et en partie de riz, veut rouler, alors il y a une implication par rapport à la Chala, qu'il faudra prélever la Chala. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est incroyable. Qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah qui est constituée en partie de blé, ça c'est normal, et en partie de riz. Mais le riz n'est pas dans la liste. On peut pas préférer, si on fait de la matzah avec du riz, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Elle n'est pas dans la liste des 5. Et là, on découvre un deal incroyable, c'est ça que je voulais vous faire partager, c'est que additionner du blé avec du riz, on peut yotze avec. On va voir pourquoi. Alors, donc je continue. Alors la question est de savoir, oui, mais peut-être là-bas on parle d'une pâte qui est très grande. Où le rov aposkim bekezaïd bilvad yotze. D'après la plus grande partie des décisionnaires, même si l'ensemble riz plus blé fait ensemble qu'un kazaïd, on est yotze quand même. Ayen biuragra siman tav nun gimel. Alors, il y a un roc de blé. même pas. Alors, attendez, je vais vous le lire dans le Shulchan Aruch. Alors là, je reviens en arrière. C'était dans Tavnun Gimel, je crois. Alors, je vous lis le Siman Tavnun Gimel. Elu dvarim sheyotzim b'hem yodei chovet matzah, b'chitin, b'seorim, b'kusmin, b'shibolet shual, ou b'shipon, aval lo b'orez, ou she'ar minei kitniot. Ensuite, suiv bet, ça c'était le suif aleph, suiv bet, Shulchan Aruch. Haose isa mina chitin ou mina orez, im yesh ba ta'am dagan, yotze ba yodei chovato b'pesach. Donc même s'il y a un rov de riz, pas seulement la moitié, un rov de riz, et simplement on reconnaît encore le goût du dagan, yotze yodei chovato b'pesach. Alors c'est quoi le pshat? Donc alors c'est-à-dire pour les Ashkenazim c'est pas possible parce qu'on n'a pas le droit de manger du riz. Mais si on a mangé du riz, on est yotze de la mitzvah de matzah. Imaginez quelqu'un chatatrak pendant la guerre, je sais pas quoi. Ben, dans ce cas-là, on a permis les kitiyot pendant la guerre. Et ben, à ce moment-là, on pourrait être yotze. Je me rappelle, j'ai encore à la maison quelque part où il y avait une takana après-guerre. Les rabbanim de Paris ont fait une takana
que dans cette année, comme il y a encore très peu de nourriture, on a permis les kitniot. Bon, c'est juste pour l'anecdote. Alors, je vous lis le Mishnah Brura. Mishnah Brura, Sif Katan Yudalet, Im Yeshba Tam Dagan, ou Mashma, Dafilu En Baïsa, Shiu Chitim, Shiu Kazaïd. Donc, il dit clairement ce qu'avait dit le Rochash, au nom de Kenkatwa Charonim, donc c'est Rova Poskim, même si dans la pâte il n'y a pas de blé, il n'y a pas une quantité de kazaïd de blé, kazaïd birdé achilat pras, gam ken yotseba que sheochel kazaïd minaïsa, afalpi shehaikar bo ou haorez, même si la partie essentielle du mélange c'est du riz, ou beorez eno yotse meshu matzah, et pourtant avec le riz on ne peut pas s'acquitter que de l'el, sha'ani yacha. Ici c'est différent. Kivan sheme chubarim beyachad, étant donné qu'ils sont agglutinés ensemble, teva haorez liot nigrar acharachitin, il y a la nature du riz est de se laisser entraîner littéralement par le blé. Dans quel sens? Ou que chez mitrametz achitim mitrametz gam ken haorez. Ou le achi dino kechitim. Puisqu'on avait vu que pour être la définition de ce qui peut être yotse, de ce avec quoi on peut être yotse pour la matzah, c'est quelque chose qui peut devenir chametz. Quelque chose qui a la capacité de devenir chametz, alors s'il n'est pas fermenté, on peut s'acquitter de la matzah. Et donc, si on a du blé, un mélange de blé et de riz, et le blé fermente, eh bien, le riz, il va fermenter. Alors qu'en l'habitude, on dit que le riz n'arrive pas à fermenter. Parce qu'il n'y a pas de gluten, comme on avait dit, ce genre de choses. Mais là, quand il est mélangé, alors c'est peut-être parce qu'il capte le gluten, l'explication scientifique, je ne la connais pas. Peut-être qu'il capte le gluten du blé et automatiquement, il arrive à fermenter. En tout cas, comme il se laisse entraîner, donc quand il est en présence du mélange, alors il a la capacité la raison qui fait qu'il est invalidé habituellement, c'est qu'il ne peut pas fermenter. Quand il est dans cette situation-là, il peut fermenter même s'il est en quantité majoritaire. Donc voilà, on a appris quelque chose une curiosité, disons. Je reviens maintenant au Rochash. Donc le Rochash, il va s'appuyer là-dessus pour répondre à sa question. Donc revenons au Rochash. Mishub detnal perigim el dochala, mishnavav, aose isa mina chitin ou mina orez. ויוצא בה לידי חבטו בפסח, ולרוב הפוסקים בכזית בלבד יוצא, עיין בהגרא, סימן תנ"ג, la raison, c'est celle que j'ai citée dans le Mishnah Brura, ולכן לא תני בהם ומצטרפים. Pour cette raison, la Mishnah ne pouvait pas dire là-bas, ומצטרפים בכזית. Pourquoi? דאבה משמע דחמישה אמינים לחוד, ולא זולתם. Si on avait dit, voilà les 5 espèces avec lesquelles on peut s'acquitter, et elles s'associent à un kazaïd, j'aurais dit, il n'y a que elles qui peuvent s'associer à un kazaïd et pas autre chose. Alors que le riz peut s'associer. Donc c'était dangereux de le mettre là. La Mishnah a préféré ne pas le mettre là et le mettre à propos du maror. Voilà ce que propose le Rochash. Au niveau de la question, je pense que la réponse du Ran, elle est parfaite. Elle est parfaite, mais celle du Rochash, elle était intéressante aussi. Disons qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles la Mishnah avait intérêt à le mettre sur le maror et pas sur le chamé, et pas sur la matzah. Sur le maror, parce que le chidouche, il y a un chidouche dans le maror qui n'y a pas dans matzah, donc déjà c'est la très bonne raison. Mais en plus de ça, si on l'avait mis dans la matzah, alors ça aurait créé un doute par rapport au din du mélange blé avec du riz. Voilà, on va revenir à notre Mishnah maintenant. On continue. Veyotzin bekelar shelahen. On peut s'acquitter avec la tige. Dans un légume, vous avez 2 parties. Vous avez la feuille et vous avez la tige. On peut s'acquitter aussi avec la tige. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non. Ok. Bien sûr, après, il y aura le commentaire de la Gemara, mais on n'en est pas là. Ou bedmaï, ou bemaaser rishon shenitlat trumato, ou maaser sheni ve'ekdeh shenifdu. Ça avait été écrit la même chose par rapport à la matzah. On peut s'acquitter avec du dmaï. Alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que du dmaï?
c'est une récolte en Eretz Israël sur lesquelles il faut effectuer les prélèvements et qui a été acheté à un Am Haaretz. Un Am Haaretz, c'est quelqu'un qui ça correspondait à une catégorie de population très spéciale, et ils avaient entre autres en particulier comme caractéristique d'être mekil sur les lois des prélèvements. C'est-à-dire, ils faisaient Trouma Gdola, ils faisaient, et les autres par contre... alors, Rov Haaretz Me'asrin En, on avait quand même une majorité de gens qui prenaient les Maasrot correctement, mais il y avait quand même un miout qui ne les prenait pas correctement. Et les Chachamim ont exigé que si on achète de la récolte à un Am Haaretz, eh bien, on réeffectue, dans le doute, on doit effectuer les prélèvements, et sinon on n'a pas le droit de le manger. Et donc là, on n'a pas le droit de le manger ici, en principe. Sauf les pauvres ont le droit. La takana n'a pas été pour les pauvres. Mais là, on parle de tout le monde. Et on dit que, alors que c'est interdit, il peut quand même s'acquitter avec du dmaï. On verra pourquoi dans Rashi. On l'avait déjà vu dans la matzah, maintenant c'est de la révision. Et donc, deuxièmement, Maaser Rishon Shenitla Trumato, ça veut dire quoi? Le Maaser Rishon, donc quand on fait effectuer les prélèvements, on commence par prélever de la Trouma Gdola qu'on donne au Kohen. Ensuite, on prélève de ce qui reste 10%, le Maaser, que l'on doit donner au Lévi. Ensuite, le Lévi, il doit prélever de ce qu'on lui a donné, Maaser Mina Maaser, donc un centième du tout en fait. Et une fois qu'il a... Donc lui aussi va devoir donner au Kohen son dixième, et le reste, il pourra le manger. Alors c'est ça ici, Maaser Rishon Shenitla Trumato, veut dire du Maaser Rishon dont on a prélevé la Troumat Maaser, la Trouma du Maaser a été enlevée. À partir de ce moment-là, ça devient Choulin. Donc le Lévi peut le manger, et si le Lévi a envie d'en faire cadeau à Israël, il n'y a aucun problème. Donc là il y a même plus de tridouche là, de dire que le Maaser Rishon Shenitla Trumato il peut tiotser avec. Au nom de quoi il pourrait pas, puisque c'est devenu du Choulin. Et de la même façon, Maaser Sheni ve Ekdesh Shenivdu. Donc le Maaser Sheni et le Ekdesh, tant qu'ils sont sacrés, on peut pas être yotse avec. Mais par contre, une fois qu'ils ont été rachetés, ils deviennent Choulin, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Alors donc on va regarder dans Rashi pour comprendre qu'est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire ça. C'est quoi le chidouche? Rashi. Ubitmai, ubemaaser rishon, vechule. Aval betevel lo. Mais pas avec du tevel. Alors on dirait que Rashi veut nous dire que la Mishnah veut nous sous-entendre. Le chidouche, c'est peut-être... Dans la première Mishnah, elle l'avait dit en toutes lettres, mais pas du tevel. Et là, elle n'a pas voulu reprendre toute la règle, et elle nous dit simplement, voilà, ça oui, sous-entendu, mais attention, si c'est tevel, alors là, on ne peut pas. Et c'est quoi le chidouche? Vafalgav de ma serierek de Rabbanan, de Rabbanan. Alors bien que la dîme, les obligations de prélèvement d'un légume, ce n'est que de Rabbanan. Parce que Midoraita, qu'est-ce qui est l'obligation des prélèvements? C'est sur Dagan, Tirosh et Yitzhar. Alors il y a une she'ela sur les arbres fruitiers. Mais en tout cas, les légumes, c'est sûr que non. Minatora, on n'a pas besoin. Donc déjà, Midrabanan, c'est seulement Midrabanan qu'il faut le faire. Là, en plus, c'est du Dmaï. Donc ça serait une xéra sur une xéra de demander de ne pas manger le Dmaï. Alors, c'est ce que... Eh bien, quand même. Alors, concernant le Tevel, Afalgav de Maaser Yerek de Rabbanan, Avela, Mitzvah, Abba, Abba, Vera. C'est-à-dire que le chidouche, c'est que le principe que quand on fait une mitzvah au prix d'une avera, ça invalide la mitzvah. On aurait pu croire que c'est seulement si la avera elle est midoraita. On aurait pu croire qu'une avera de Rabbanan n'invalide pas une mitzvah d'oraita. Et bien là, on vient de dire que si. Et d'où on le sait, d'où il y a de hatzit sheno nakuv de amaral bepirkin. On peut le comparer avec un pot de fleurs qui n'est pas percé, dont on avait déjà étudié dans ce chapitre. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une plante dans un pot de fleurs qui
n'est pas percé, il n'est pas considéré, Minatora, c'est pas considéré comme planté dans la terre. Et donc il échappe au prélèvement. Les Rabbanan ont demandé de faire le prélèvement. Et on a vu que si on n'a pas prélevé les prélèvements de quelque chose qui a poussé dans un pot de fleurs, eh ben on n'est pas yotzé avec à cause de mitzvah bavavera. Donc on voit l'interdiction de Rabbanan, l'infraction rabbinique invalide la mitzvah de la Torah. Donc c'est le même principe ici. Alors on peut se poser la question, mais alors pourquoi dans Dmaï c'est autorisé, puisqu'on a dit que c'est mitzvah bavavera et qu'on n'a pas le droit. Alors ça a été. Alors je vous propose de regarder, de vous reporter pour d'Aflamedhe Amoud Aleph. On va voir qu'est-ce que Rashi avait dit là-bas sur le Dmaï. Vous avez dans Rashi Yotzin bidmaï Tevua anil kachat me'am haaretz. Donc c'est quoi du Dmaï? C'est une récolte qui a été achetée à Am Haaretz. Vehi nikret Dmaï. Et c'est ça qu'on appelle Dmaï. L'étymologie de Dmaï, c'est Da Maï. Quand on a ça devant soi, on se dit ça quoi? C'est-à-dire quel est le passé de cela? Est-ce que ça a été prélevé? Ça n'a pas été prélevé. C'est quelque chose qui pose problème par excellence. C'est ça Dmaï. Donc ça fait qu'il sera, ça fait que lo isra. On a un doute. Est-ce que le Am Haaretz avait pris le maaser ou pas? V'chivu chachamim la friche basrotea misafek. Et donc les chachamim ont obligé d'effectuer les prélèvements des masrot dans le doute. C'est ça le principe de Dmaï. Ve'im achal matzah mimena v'lo ifrish maaser mimena yatsa. Et bien quand même, s'il a mangé de la matzah, mais il n'a pas prélevé les masrot, et bien il est yotzé. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que ce din de yotzin bidmaï, c'est pas le khatrila. Le khatrila, c'est assour. C'est ça que Rashi nous dit. Yotzin bidmaï, ça veut dire, si on a mangé, alors bedi eved on est yotzé. Mais le khatrila, on n'aura pas le droit, puisque le din de bidmaï, c'est ça. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que là aussi, chez nous, ça sera la même chose. Quand on a dit yotzin bidmaï pour le maror, c'est bedi eved, mais c'est pas le khatrila. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi bedi eved c'est permis? Alors ça, on l'avait vu dans la Gemara là-bas, que, étant donné on a dit qu'un pauvre, il a le droit d'en manger le khatrila. Et tout riche a la possibilité de se rendre pauvre. C'est difficile quand on est pauvre de devenir riche. Mais quand on est riche de devenir pauvre, c'est très facile. On rend efker, tout. Et donc on a tous la potentialité de devenir pauvre. On est un pauvre en potentialité. Donc on considère de ce fait que Bedi Eved, on considère que c'était admissible qu'il en mange. Voilà, donc ça c'est le din de Dmaï. Et après il y avait Maaser Rishon chez Lvin Itla Trumato. Alors effectivement, on peut se poser la question quel était le chidouche, mais d'après Rashi ici, c'est machma que le chidouche c'est la déduction qu'on peut en faire. Donc on a terminé l'étude de la Mishnah. Et on va commencer maintenant le commentaire de la Gemara. Alors on y va. La première chose que la Gemara va essayer de faire, c'est de définir tous ces termes. Visiblement, ce sont des termes en hébreu, et nous sommes en Babylonie. En Babylonie, on ne maîtrise pas bien l'hébreu mishnaïque, donc il va falloir traduire tous ces termes en araméen. Le problème auquel les mefarshim, déjà au Moyen-Âge, vont être confrontés, c'est qu'ils ne connaissent pas plus l'araméen que l'hébreu, encore moins l'araméen que l'hébreu. Et donc, ils vont être complètement perdus pour essayer pour définir le type de légumes dont il est question. Pour certains d'entre eux, tout au moins. Alors, on y va. Chazeret, c'était le premier. Qu'est-ce que c'est chazeret en hébreu? Chassa, en araméen. C'est quoi? Rashi. Chassa, l'étugue. L'étugue, en vieux français, qui a donné l'étu. D'où Rashi sort ça, on ne sait pas, sans doute par tradition. Mais donc là-dessus, il y a consensus. On est d'accord que
Et aussi, en hébreu moderne, aujourd'hui, on ne dit pas chazeret, mais on dit chassa. C'est le mot araméen est devenu, est tombé dans le domaine public. C'est celui qui a été adopté. En Donc, hébreu, le chazeret, c'est le chaim. alors c'est une erreur. Les pots de chaim, il y a écrit chazeret. Ouais. Ah, en hébreu moderne alors, c'est ça. Mais ça c'est pas correct, puisque la Gemara elle a dit chazeret chassa. C'est pas possible. Si chazeret c'est chassa, ça peut pas être du chay. Donc en hébreu moderne, ça serait intéressant à vérifier. Aujourd'hui, quand on dit, ouais, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire, en hébreu moderne, chazeret, ça serait du réfort. Et donc ça, pardon, oui, confirmé. Donc, mais c'est comment on dit ça, c'est une évolution de la langue, mais qui n'est pas stricte, qui n'est pas conforme. À l'origine, chazeret ne voulait pas dire ça. Mais il y a dans toutes les langues, il y a des évolutions, il y a des mots qui prennent des sens différents. Donc là, voilà. Donc c'est vrai, c'est intéressant de voir que la laitue est devenue chassa, chazeret c'est devenu du réfort. Mais donc dans la Mishnah, c'est pas ça. Attention. Alors chazeret c'est chassa, donc c'est encore facile. Ensuite, ulshin, donc c'est ce qu'on disait. Vous voyez que ulshin dans la Gemara est expliqué en deuxième position. Ce qui prouve bien que la bonne girsa, c'était de mettre ulshin en deuxième position. C'est quoi ulshin? Hindevi. Ça fait force. Pardon? Le rapprochement avec endive est trop tentant. Donc on va traduire par endive. Mais Rachid dit pas ça. Alors. Est-ce qu'ils avaient des endives en Babylonie ou en Israël? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vu, parce que Rachid ne va pas dire endive, alors j'ai vu une explication, c'est que en Europe, en tout cas, les endives poussent dans le nord, Ça en Belgique. Ouais. Et donc Rachid ne devait probablement pas en avoir, il ne devait pas connaître ce que c'était. Mais si on dit qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, Ulshin, c'est des endives. Et donc, peut-être qu'il y en avait en Israël, possible. Alors Rachid, regardez Rachid. Indivi, Esev, Shikorin, Crespel. Et là, je regarde dans les Darmeseter et Blondheim, ils disent espèce de plante. Ils ne sont pas arrivés à définir ce que c'est. Donc ça veut dire que Rachid, lui, il a proposé une explication, mais c'est pas du tout probant. Et aujourd'hui, il est admis que c'est les endives. Et c'est vrai que le rapprochement avec Indivi, c'est frappant, quoi. Mais on s'est peut-être trompé, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est admis que les endives, que les endives sont utilisées pour le maror. Dans la halakha, il y a même des gens qui sont makpides, qui viennent des Israéliens, quand ils arrivent en Koutz Laretz avant Pessah, ils achètent exprès les endives, parce qu'on ne trouve pas en Eretz, parce qu'il n'y a pas de problème de tolaïm, beaucoup moins de problèmes de tolaïm, donc ils ne veulent pas prendre de risques avec les laitues, et ça ils prennent parce que c'est le numéro 2 dans la liste. Alors, on va voir le troisième maintenant. Tamcha. Alors là, c'est un moins évident parce que jusque-là, c'était le Sader Hachas. Il n'y avait pas d'auteur pour donner les explications. Là, on fait appel à un auteur. Qu'est-ce que c'est que Tamcha? Amar Rabba Barbachana, Tamcheta Shma. Donc le Tamcha de la Mishnah, en araméen, il faut juste rajouter un tav avant le Aleph, et ça donne Tamcheta. Mais ça ne nous dit pas qu'est-ce que c'est. On regarde en Rashi. Rashi nous dit Meroubia. Alors c'est quoi Meroubia? C'est du marub. Marub, c'est une plante herbacée, ça vous dira pas beaucoup plus, et qui est amère. Donc nous, on n'est pas noués comme ça. Le Maril dit que c'est du réfort. Alors, je vais vous citer maintenant le Shulchan Aruch. Donc c'est compliqué en fait. Et encore toute cette sougia-là, on est avec des lazim qu'on ne sait même pas d'identifier. C'est très très compliqué. Donc dans le Siman Tav Ayin Gimel, au Seif Hei, le Shulchan Aruch nous dit Eilu yorakot sheyotzin ben yodei chovato. Chazeret, ulshin, tamcha,
Chachavina, on n'a pas encore vu le Chachavina, le romain intervient et il dit Perouche, Minei Asavim Mari. Explication, ce sont des espèces d'herbes amères. Mishnah Brura, Akulukai. Quand le romain il dit ça, il se réfère à tout. Ou Mishum She'enanu Yodim Bebirur Ezehem Bishoneinu. On n'est pas capable de savoir clairement à quelle espèce ça correspond dans notre langue. Le Karkata veut dire Erklal. C'est pourquoi il a dit ça de manière générique. Akulu Sheminim Marim. C'est tous des espèces amères. C'est tout. Vekatvu Acharonim. Mais les Acharonim ont écrit Shetamcha Uchrein Bilshoneinu. Donc les Acharonim, et moi je vous ai dit que c'est déjà dans le Maril. Maril est encore un Rishon, Rabbi Yaakov Molin, en Allemagne, disait déjà que c'était du Chrein. Et donc ça a été repris par les Acharonim, et donc c'est validé par le Mishnah Brura. Aujourd'hui on admet que Tamcha, c'est du Chrein. Val Chazeret, et Chazeret, même le Chazeret il ne savait pas. Katav, à Chok Yaakov, Chok Yaakov c'est, le Shvut Yaakov c'est Rabbi Yaakov Reicher, de Metz, tout à fait. וכן החכם צבי, גם צבי אשכנזי, שהוא מה שאנו קוראים סלטן. סלטן, je ne sais pas ce que c'est de la laitue, j'imagine. Je ne sais pas ce que c'est en yiddish, salade. Mais salade, il y a des centaines de salades. Donc, nous, on sait que c'est de la laitue. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'était compliqué en vérité. Donc finalement la halakha elle s'est installée au fil du temps, mais ça n'a pas toujours été. À l'époque de Rashi, c'était pas comme ça. C'était d'autres espèces. Alors donc, on continue. Donc on avait dit que Tamcha Tashma. Maintenant on arrive à Chachavina, c'est l'avant-dernier. Qu'est-ce que c'est Chachavina? Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Celui-là c'est facile. Atzavta de Dikla. Ça va être relativement facile parce que étymologiquement on peut comprendre. Dikla c'est Dekel. Dekel c'est un palmier dattier. Et Atzvat ça fait référence à Tsevet. Tsevet c'est ce qui accompagne. Aujourd'hui Tsevet en Elal c'est l'équipage. Donc on va regarder Rashi. Sur Atzavta de Dikla, Siv, c'est une liane, Hagadel, qui pousse, Venichrach, et qui s'enroule, Saviv la Dekel, autour du palmier dattier. Chez Corinne, Vidil, ou Védil, Védil qui a donné vrille. C'est ça qu'on appelle une vrille. C'est une plante grimpante qui s'enroule autour de l'arbre. Même l'as pour le Saramashkim. Pardon? Même l'as dans le Saramashkim sur... Ah oui, pour la vigne, pour la vrille de la vigne. Regardez Tosfot, Atzvata de Dikla, Tsarich Lomar d'Ave Minzraim. Il faut dire que cette liane, elle pousse de la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas une excroissance de l'arbre, du tronc. Pourquoi? Dans le Kam Alamrinan, parce qu'on va voir plus loin dans la Gemara, Ma matzah minzraim, af maror mizraim. La Gemara va dire qu'il y a un ékesh entre maror et matzah. Al matzot umrorim yoklu. Et que de la même façon que la matzah, c'est quelque chose qui pousse à même la terre, qu'on appelle zera, une semence, une graine, de la même façon, le maror doit aussi être quelque chose qui pousse dans la terre et pas dans l'arbre, qui ne vient pas d'un arbre. Donc c'est quelque chose qui tourne autour de l'arbre, mais elle vient de la terre. Voilà ce que Tosfot complète de l'explication de Rashi. Donc ça c'est relativement facile. Donc c'est quelque chose qui était amer aussi. Atzavta de Dikla. On arrive à Maror. Maror merirta. Alors qu'est-ce que ça c'est encore un peu compliqué. Alors qu'est-ce que c'est merirta? Rashi. Alors il y a un premier laz, Amir Foal, et Rachidi veut pofretz. Alors il donne deux lazim. C'est Amir Foal ou c'est
ou c'est Pofretz? Bizarre. Alors, il y en a qui expliquent Amerfoil, A-M-E-R-F-O-I-L, qui est de la bardane. La bardane, je ne sais même pas ce que c'est, enfin c'est une plante amère, très certainement. Mais alors dans ce cas-là, donc, il commence par nous dire c'est de la bardane, mais c'est Pofretz. Et Pofretz, c'est quoi? Forferez, F-O-R-F-E-R-E-Z, ils mettent un point d'interrogation. Là, Darmesteter et Blondheim sont très hésitants. Il met peut-être sur ce deuxième-là ce que c'est le Forferez, point d'interrogation, qui correspondrait au tusilage, T-U-S-I-L-A-G-E. Il faudrait un agronome aujourd'hui parmi nous pour profiter de cette sougia. Donc ça serait autre chose encore. Donc il y aurait... Alors d'un côté on nous dit que c'est de la bardane, ensuite on nous dit que c'est du tusilage. C'est bizarre. Donc moi je propose, mais c'est pas moi, j'ai vu cette explication là aussi. Regardez, relisons le premier laz. Foile, ça fait penser à feuille, n'est-ce pas? Donc, amère feuille. Amère feuille, ça veut dire feuille amère. C'est une feuille amère. Donc, mararita, Rachid commence par traduire merarita. Merarita, si on le traduit mot à mot, ça veut dire amère feuille. Feuille amère. Mais le maasé, quel est le légume qui porte ce nom? Eh bien, c'est le forferez, c'est-à-dire le tusilage. Donc c'est en araméen, ça s'appelle amerfeuille, mais en vérité, c'est ce que nous on appelle le tusilage. Le forferez à l'époque de Rachid, qui est devenu du tusilage. Tout ça avec des points d'interrogation, donc parce qu'on n'est pas, c'est pas clair, c'est pas sûrement cela le sens de ce légume-là. Mais en tout cas, c'est un légume qui s'appellerait feuille amère et qui désignerait quelque chose. C'est une fleur, le tusilage. C'est quoi, une fleur? Oui, mais il y a des feuilles avec. Il n'y a que la fleur? Et la fleur, elle est amère ou pas? Non, mais le dessin qu'ils mettent, c'est une fleur jaune comme une pâquerette, mais toute jaune, il n'y a pas de feuillage jaune. Alors donc c'est la fleur elle-même qui doit être amère, probablement. Alors simplement... Ils font des infusions, je crois, Alors, avec. comme j'ai commencé 1 minute en retard, je me permets encore de vous prendre encore 1 minute pour compléter ça. Le Ritva nous dit que le Re'a, lui, il comprend que le mot Maror de la Mishnah et Merirta de la Gemara, c'est Shem Kolel. C'est un générique. Ça voudrait dire et tout autre légume amer. Comme ça, il comprend. Ou Bemrorim Kayotse Ba'elu, du moment qu'ils ressemblent, qu'ils ont les mêmes critères qu'il faudra définir avec les précédents, toute autre herbe amère qui aurait les mêmes critères, à savoir chez Rouyim la Chilaktsat, il faut qu'il soit, le critère c'est qu'il faut que ce soit comestible. On verra plus loin dans la Gemara, il faut que ce soit quelque chose qui est fait à minima pour être mangé. Pour exclure par exemple ceux qui sont trop amers, sont tellement amers que ça devient immangeable, alors ça c'est pas bon. Il y a une limite à l'amertume, la limite c'est, le seuil c'est, on peut quand même le manger. Donc le réforce c'est fort mais c'est mangeable, donc ça va. Donc c'est ce que dit le Re'a. Le Meiri dit aussi comme le Re'a. Mais le Ritva l'attaque, on l'attaque pas le Meiri, il ne le connaît pas, mais il attaque le Re'a, qui était son maître, en lui disant que dans la Gemara c'est mashma, que c'est Shem Prati. Que c'est un... on n'a pas là, c'est pas mashma dans la Gemara, que c'est un Shem générique. On a dit, la Gemara dit Ubemaror, Merirta. Et c'est exactement comme les autres. Donc c'est un peu difficile de dire. Donc je voulais juste que vous reteniez qu'il y a une opinion qui dit que c'est un terme générique, mais de la pashtout, c'est plutôt, et Rashi aussi a compris, on verra aussi Rabbeinu Hananel la prochaine fois, que c'est pas un terme générique, c'est un nom d'un légume précis à définir. Et pour finir, le Perusha Mishaya du Rambam, il lui dit que c'est kousbar. Kousbar, c'est le coriandre. Donc pour lui, il identifie le marirata, donc à du coriandre. Donc le Rambam, comme Rashi, est d'accord qu'il s'agit d'une espèce bien précise et non pas d'un terme générique, comme le Re'a. Maintenant, ils sont en désaccord sur ce que c'est.
C'est tellement compliqué d'identifier. Donc, vous avez compris que cette souga est un peu compliquée, simplement parce qu'on a des noms et on ne sait pas trop les identifier. Finalement, il y a des feuilles, mais elles arrivent beaucoup plus tard que les fleurs. C'est pour ça qu'il y a des feuilles. Ah bon, alors. Ah, d'accord. Donc on s'appuie sur le minag. Donc c'est alors. venu un peu plus tard aussi sur Google. Voilà. Donc on s'appuie sur la tradition qu'on a. Nous, on s'appuie sur la tradition qu'on a, tout à fait. Et les poskim, il y a eu des poskim qui ont pris position, et on va d'après le rov des poskim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rabbi Hanania ben Akash Omer, רוצה כל הדברים כל זה כספר, לפי רבו לכל זה שנאמר, אנחנו